Bonjour, bonsoir et merci à tous d'être là. Je sais qu'on est en fin de journée, tout le monde a très chaud, mais on apprécie que vous êtes là et on apprécie votre écoute. Bienvenue à notre panel Construire sans reproduire l'Afrique face à ses propres choix. Je m'appelle Adrienne Classa, je suis journaliste chez le Financial Times basé à Paris. Je vais être votre modératrice pour cette session et sans tarder, je vais introduire mon panel. En premier, on a Obiageli Obi Ezekwesili, qui est présidente de Human Capital Africa, qui est une économiste nigérienne très très honorée et qui a fait une longue carrière avec la Banque mondiale. Obi, merci d'être là avec nous. Ensuite, nous avons Judikael Okemba, présidente et directrice générale de PAMI Partners, consultation spécialisée dans la région. Merci d'être là. Ensuite, on a Karim El Ainaoui, pardonnez-moi, président exécutif du Policy Center for the New South. Merci d'être là avec nous. Et finalement, Sibi Diabira, qui est directrice pour l'Europe de l'Ouest à la Société financière internationale, la SFI. Et finalement, je vais introduire notre coordinateur, Pierre Jacquet. Pierre, est-ce que vous pouvez encadrer la session pour nous ? Merci beaucoup Adrienne. Je me sens très humble à ouvrir une session sur l'Afrique, enfin avec des représentants venant du continent, alors que moi je ne suis qu'européen. Et je voudrais ouvrir cette séance en réfléchissant avec vous sur un certain nombre de biais lorsque les Européens parlent de l'Afrique. Il y a un premier biais qui est un biais d'agrégation. C'est-à-dire qu'on appelle Afrique un continent qui est extrêmement divers, avec plusieurs régions. En Afrique du Nord, avec 6 pays qui sont très différents les uns des autres, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Et puis, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, où il y a 48 pays, dont 20 pays en situation des États fragiles ou en conflit, 13 très petits pays qui sont presque en situation enclavés ou équivalents. 33 pays là-dedans sont des pays, font partie de la catégorie des pays les moins avancés. Donc une extrême diversité que l'on retrouve aussi sur le plan économique avec des géants comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, et puis de tout petits pays comme les Comores, ou en termes de richesse, de PIB par habitant, avec 17 000 $ par habitant aux Seychelles par exemple, et puis 500 $ par habitant en RCA. Disparité concernant les ressources, on a des pays pétroliers et gaziers qui ont un double enjeu aujourd'hui, qui est à la fois de bien gérer les ressources naturelles, et on sait que c'est compliqué, et qui ont un enjeu de transition vers un futur sans les ressources fossiles. Et puis d'autres pays sont des économies de services, comme Maurice ou le Rwanda, et d'autres pays encore comme la Côte d'Ivoire ont des économies qui commencent à être vraiment diversifiées. Donc il y a peu de raisons sur le plan géographique de parler, et économique de parler d'Afrique. On devrait parler presque de chaque pays quand c'est nécessaire. Ça, c'est le premier biais. Il y a un deuxième biais qui est un biais de perspective ou de perception, qui est la tendance de parler de l'Afrique par rapport à nos propres critères de pays développés. Et on pourrait appeler ça aussi un biais de prosélytisme, c'est-à-dire que beaucoup de nos réflexions tendent à nous à aider l'Afrique à nous ressembler. Alors que fondamentalement, ce n'est pas le sujet. Et le thème de cette référence, l'Afrique face à ses propres choix, replace, je trouve, le débat sur des bases un peu plus saines, qui est comment les Africains eux-mêmes, et sous quelles contraintes, peuvent-ils définir leur propre choix, et comment peut-on les aider à définir leurs propres choix et pas les nôtres. C'est quelque chose qui me semble, je crois, très important. Ce biais de perception, il est d'ailleurs double parce que il est aussi, quand on juge ou quand on appréhende les réalités africaines à partir de nos propres réalités, on est tendance à ne pas valoriser les dynamiques positives et à mettre l'accent sur les problèmes. Donc on va parler des problèmes de santé, de scolarisation, de développement humain, d'innovation, et ce qu'on va voir dans les articles, c'est les problèmes. On va voir des textes sur les conflits, sur la façon dont les conflits affectent telle ou telle chose. On va rarement parler de ce qui se passe en Afrique et qui est positif en termes de développement. Or, il y a des choses
c'est un continent où plein de choses se sont passées depuis les dernières décennies. Il y a eu des augmentations d'espérance de vie, il y a eu des augmentations dans l'éducation. Alors bien entendu, tout ça prend beaucoup de temps, mais quand on regarde le gradient des progrès africains, ils ont été beaucoup plus rapides compte tenu de la population africaine que ce que nous avons connu dans nos propres pays dans l'histoire. Donc je crois qu'on devrait être amené à faire un petit peu plus attention à ces biais de perspective qui affectent le raisonnement. Il y a aussi évidemment plusieurs défis. Et on en a entendu parler dans ces rencontres à Aix, et je vais en mentionner certains. Il y a le défi d'une pauvreté et d'une insécurité qui demeure, qui est aujourd'hui on a 464 millions d'Africains qui sont en extrême pauvreté d'après les chiffres de la Banque mondiale. On a un défi sur la transition à mener vers une économie sans carbone et respectueuse de l'environnement, tout en gérant de la croissance et de l'amélioration du niveau de vie. Et puis on a peut-être un défi fondamental qui est la construction sociétale, sur lequel nous-mêmes nous n'avons pas de leçons à donner, qui est un développement endogène qui doit se produire, qui parfois passe par des conflits extrêmement douloureux et cruels et qui durent longtemps. Et je crois que l'Afrique est au milieu de cette transition. Beaucoup de pays africains, pas l'Afrique, beaucoup de pays africains sont au milieu de cette transition. Et dans ce contexte, il y a aussi la démographie. On a beaucoup parlé, le ministre ivoirien qui était présent a beaucoup parlé de l'enjeu des jeunes africains qui sont extrêmement nombreux et dynamiques. C'est à la fois le futur de l'Afrique, en même temps c'est un défi majeur, puisqu'il faut que l'économie suive et fournisse les emplois. Et je crois que l'une des questions qui doit nous hanter, nous Européens, très modestement, c'est comment aider de l'extérieur des processus qui sont fondamentalement endogènes et qui vont reposer sur les choix que les Africains prennent eux-mêmes, avec un dilemme permanent qui est que verser de l'argent ne suffit pas, mais mettre trop de conditionnalité, c'est quelque chose qui empêche un des principes fondamentaux de l'aide au développement, qui est reconnu comme tel, comme base de l'efficacité, qui est ce qu'on appelle ownership, la capacité des Africains justement à choisir par eux-mêmes. Voilà donc juste pour ouvrir le cadre. Merci, je reprendrai la parole plus tard. Merci beaucoup Pierre. Comme Pierre a dit au début, on a un défi presque impossible, trancher un continent extrêmement varié et très grand dans une bonne cinquantaine de minutes, mais on va faire de notre mieux pour réfléchir sur certains enjeux principaux. Alors pour commencer, je voulais tourner vers Sibi, parce que vous avez une perspective un peu particulière et intéressante dans ce débat, parce que vous avez travaillé pendant beaucoup de votre carrière dans certains pays émergents, notamment en Afrique du Sud plus récemment. Là, vous êtes maintenant la gérante de la région Europe de l'Ouest pour la SFI. Alors, je voulais demander, est-ce qu'il y a des différences marquantes que vous voyez dans la façon dont on discute les défis auxquels confrontent les économies africaines par rapport du moyen qu'on les discute pour les pays occidentaux, dans l'analyse ainsi que dans le vocabulaire qu'on déploie? Est-ce que ça change avec le temps? Qu'est-ce que vous observez? Merci beaucoup pour cette question, et je voudrais déjà remercier Pierre pour ses remarques, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont importants de replacer dans le contexte quand on parle du continent africain, quand on parle des pays du coup qu'on souhaite accompagner au sein de l'Agence française de développement et de la SFI que j'ai rejoint il y a presque un an maintenant. Effectivement, je pense qu'il y a un point, et j'ai eu la chance de travailler en Afrique du Sud, mais j'ai eu la chance de travailler aussi au sein d'autres contextes et d'autres pays africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Je suis moi-même franco-mauritanienne, et c'est un point, je pense, un point de départ important qui fait le point et le pont entre l'Europe et entre l'Afrique, qui m'a poussé aussi à travailler en faveur et pour le continent, en ayant étudié et travaillé d'abord en France. Il y a un point qui est essentiel, et je pense que la perception, et quand on se place sur un flanc d'une montagne ou sur un autre flanc de cette montagne, on voit les choses différemment. Et comme ça a été précisé en introduction,
on ne voit pas les choses de la même façon. On n'emploie pas le même vocabulaire. Et il y a pour cela une anecdote assez intéressante. J'avais travaillé sur un projet d'énergie renouvelable, juste pour illustrer le propos et les choses, comment on les perçoit différemment. C'était un projet en Afrique du Sud, un projet qui avait été initié par des partenaires locaux. Et quand j'en ai parlé à des collègues européens, la première des choses qu'on m'a demandé, si ces projets avaient été portés par des bailleurs. Comme si, pour donner de la crédibilité à ce projet, il fallait d'abord que ça soit porté par un point de vue extérieur. Mais en fait, il n'y avait pas du tout il y avait pas non seulement de bailleurs extérieurs, mais le projet était porté et avait été initié par une ingénierie locale. Et ça a été pour moi un fait marquant pendant les 10 années où j'ai effectivement travaillé et évolué en Afrique du Sud et dans les différents pays. Je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est intéressant, et je pense que sur les 2 derniers jours où j'ai assisté à ces rencontres, quand on parle aussi d'Europe, on parle de résilience, on parle de transition, on parle d'adaptation. Pour parler parfois des mêmes sujets, et quand on va s'adresser au continent africain, on va parler de rattrapage, on va parler de risque, on va parler de fragilité. On a du mal encore à employer ces termes qui sont d'un aspect positif, et c'est quand on va parler de ce qu'on fait en termes de projet et qu'on s'adresse au continent. Donc pour moi, le point de départ, il est là quand on parle de vocabulaire. Il faut d'abord changer le narratif, il faut changer le storytelling. Donc il y a effectivement, comme il a été précisé, il y a des choses qui se passent, il y a énormément de choses qui se passent, et ces choses-là, c'est d'abord parce que les solutions, elles doivent être locales. Les solutions, elles se passent localement, elles vont passer par des solutions locales. Et quand nous, en tant qu'acteurs internationaux, l'organisme international, qui sommes détenus par 186 pays, dont les pays africains, on s'adresse d'abord d'égal à égal en écoutant et en se demandant aux gouvernements, aux entreprises, au secteur privé, de quoi elles ont besoin, comment nous, en tant qu'accompagnants, en tant que financeurs, on peut les accompagner à émerger ces projets locaux et aller chercher des partenaires européens. Et c'est là où je reviens effectivement, le rôle de la SFI ou de la Banque mondiale en étant placé en Europe de l'Ouest, c'est aussi de pouvoir accompagner cette perception différente et pour les accompagner sur le continent. Des très bons points. Merci beaucoup, Sylvie. Et on va revenir sur les projets variés que vous œuvrez maintenant avec la SFI. Je veux tourner vers Karim pour commencer à parler de tous ces changements et de tous ces projets qui sont en marche maintenant. Alors Karim, quand on préparait ce panel, on a eu une longue discussion sur beaucoup de sujets différents, mais vous avez fait la remarque que vous croyez que maintenant on est sur un point de basculement, particulièrement dans la région dont on discute. Est-ce que vous pouvez encadrer un peu de quoi vous parlez en particulier et peut-être donner quelques exemples? Qu'est-ce qui change? Merci, bonsoir à tous. Je pense qu'on est dans un moment d'introspection, comme l'Europe s'introspecte, qui sont ses amis, qui sont ses relations. On a été lâché par la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Notre mode de vie est en danger, on se sent assiégé, etc. Ça a été bien dit par le ministre des Finances tout à l'heure. Je pense qu'en Afrique, c'est le second souffle du développement. C'est-à-dire, on est, depuis les indépendances de la fin des années 50, début 60, la question du financement, du desserrement de la contrainte de développement, des infrastructures de base, était un peu, si vous voulez, des stratégies claires de développement, sont à bout de souffle. Et donc, on a des sujets sur la construction des États au Sahel, pour un pays comme le Maroc, sur le passage à un pays à revenus plus élevé, si vous voulez, à partir d'un pays à revenus intermédiaires. Pour les 23 sur les 26 pays dans le monde qui sont à bas revenus, qui sont dans le continent, on a des vrais sujets de rattrapage. Donc, de mon point de vue, les stratégies de croissance, elles sont plutôt claires. C'est plus compliqué parce que les pays avancés exportent de l'incertitude, paradoxalement, en réalité. Les difficultés européennes, les transformations, vous avez entendu parler depuis ces 3 jours, sont des complexités additionnelles à la conduite des politiques de développement. Donc je crois que chaque pays doit se regarder à l'intérieur. C'est pas inintéressant puisqu'on a tendance à être comme la grenouille dans l'eau chaude qui se réchauffe doucement, c'est humain si vous voulez. Donc le choc exogène américain sur l'organisation du monde pour aller vite fait poser des questions au gouvernement africain sur quelle place, quelle relation on veut avoir dans un monde plus ouvert. À un moment donné, on était enfermé dans des tête-à-tête pas très fructueux finalement, en particulier la France en Afrique ou
dans d'autres régions. Et je crois qu'aujourd'hui, les pays ont le choix. Alors, on vit, on meurt de ces choix, il faut les assumer. Et je pense que c'est un peu la question qui nous est posée ici. Et pour faire des choix, il faut être réconcilié avec soi-même, il faut avoir un front intérieur solide, avoir une certaine cohésion sociale. Et donc, ce n'est pas le cas de tous les pays, ce n'est pas le cas de tous les pays en Europe d'ailleurs aussi, ce n'est pas le cas des États-Unis eux-mêmes sur le front intérieur. Mais je crois que la valeur stratégique, partenariale, au sens vraiment presque très objectif du terme, de l'Afrique a changé et les pays sont différents. Et dans la relation avec l'Europe, je pense qu'il faut regarder l'Afrique avec des nouvelles lunettes. Et pas des lunettes de charité ou de morale ou quoi que ce soit, c'est avec qui je peux faire des choses. Je donne 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Sur l'énergie, on a plein de choses à faire ensemble sur le renouvelable, le solaire, etc. Dans des chaînes de valeur comme l'automobile ou l'aéronautique, aujourd'hui, le Maroc exporte 650 000 voitures par an et il y a 200 entreprises dans le cluster de l'aéronautique, dont Airbus, etc. Et donc, il y a plein d'autres pays qui s'insèrent aujourd'hui dans ces chaînes de valeur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Et ce qu'on demande en réalité, c'est une repolitisation de nos relations. La relation avec l'Afrique ne peut pas être sous-traitée à de la technocratie à Bruxelles. C'est bien pour certaines choses, mais les gouvernements doivent reprendre la main et doivent repolitiser la relation. Et je peux vous dire que les pays sont prêts à avoir... Ils ne cherchent pas un saupoudrage, une espèce de répartition égalitaire des rapports, des partenariats ou de l'aide au développement, si elle existe encore. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'elle est finie, l'aide au développement telle qu'on l'a connue. Et donc, je pense que c'est un peu l'âge de la maturité dans les relations, et c'est l'âge de la maturité pour les pays africains dans ce contexte plus ouvert. Et comme c'est l'âge un peu du questionnement pour l'Europe, qui a pu avoir le sentiment d'être au bout du chemin quelque part au plan des sociétés, de l'harmonie sociale, etc. Donc je pense qu'on a des défis très similaires et on a une démographie presque complémentaire, mais qui pose d'autres questions plus politiques sur lesquelles on pourra revenir. Donc nous, ce qu'on fait au think tank, et je finis là-dessus, c'est qu'on essaye un peu d'être des cliniques des politiques publiques. Donc les politiques publiques, il y a un peu de psychoanalyse à faire, tout ça n'est pas neutre, les nations ont un caractère, les politiques publiques sont incarnées par les pays, par ce qu'ils sont, et parfois on peut se tromper quand on a fait les mêmes choses pendant 50 ans et que soudainement ça change, c'est impossible, c'est comme vos enfants, vous voulez pas les voir grandir, vous pensez toujours que c'est vos enfants qui ont moins de 10 ans, maintenant il a 50 ans, je vais pas lui dire de se brosser les dents, enfin, c'est un peu les parents, c'est un peu la même chose, et ça on est très mauvais à ça. Naturellement, le cerveau est fainéant, on procrastine, etc. Donc c'est ce qu'on essaye nous de faire, d'être un peu, de révéler un peu ces préconceptions dont Pierre parlait pour les corriger dans les rapports. Alors, merci Karim. Alors le moment peut-être pour un regard et des relations plus pragmatiques et comme vous dites, plus adultes. Parlons de ces opportunités peut-être pragmatiques. Il y a une certaine détente économique qui se passe dans les régions maintenant. Selon certains chiffres, l'inflation globalement en baisse, croissant qui devrait accélérer un peu dans les années qui viennent. Ça c'est régionalement, ça varie beaucoup, pays par pays bien sûr. Mais selon ces prévisions, quand même, la région devrait atteindre une croissance presque double de la moyenne des économies avancées jusqu'à 2028-2030. Judy Cahen, je voulais demander quelles opportunités cela représente-t-il et en tant que consultante, comment est-ce que vous voyez que vos clients veulent prendre avantage de ça? Écoutez, merci de m'accorder la parole cet après-midi. Je voudrais revenir, moi, dans le contexte même du sujet, donc l'Afrique face à ses propres choix. Car aujourd'hui, il y a un éveil de conscience. Les Africains, aussi bien les gouvernements que le secteur privé, et les gens sont réveillés et ils sont conscients que c'est une opportunité qu'offre ce continent qui a quand même une population jeune. Certes, il y a l'inflation, mais il y a plusieurs niches qui sont ouvertes en fait, à opérer et à faire des affaires.
Donc il est crucial que les Africains prennent conscience de leur positionnement, tout simplement, parce que c'est un continent avec lequel il faut compter aujourd'hui, parce qu'on est quand même au cœur du système, bien que certaines personnes cherchent des aides, mais on a bien vu que ces aides-là sont en train d'évoluer autrement. Donc oui, il y a l'inflation, mais il y a énormément d'opportunités, et les Africains ont pris conscience de cela, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et vos clients, ils vous approchent pourquoi, particulièrement en ce moment? Ils ont besoin de votre perspective sur quels enjeux? Alors nos clients nous approchent généralement pour notre connaissance du terrain. Et paradoxalement, ce sont des clients extérieurs à l'Afrique. Ce sont des personnes qui viennent investir dans l'énergie, dans l'eau, donc avec les objectifs du développement durable. Donc on a énormément... moi je suis basée en Suisse, donc on a des partenaires suisses qui viennent pour tout ce qui est transformation, donc waste to energy, donc valoriser les déchets que les Africains ne considèrent pas, alors que c'est une mine d'or. Donc ce sont des cabinets, en fait, enfin des sociétés qui passent par notre cabinet pour pouvoir s'implanter sur le continent. Et je pense que c'est un beau partenariat, gagnant-gagnant, un échange d'expérience, un échange voilà, donc il faut compter avec l'Afrique de toute façon, et les Africains. Merci beaucoup. Merci. Obi, je veux tourner vers vous pour parler spécifiquement du Nigeria. Dans les dernières quelques années, il y a eu plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre dans le pays, que selon les économistes a beaucoup aidé avec la croissance. On voit aussi le taux de chômage, par exemple, pour les jeunes, qui a beaucoup descendu depuis 2019. En premier, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des économistes que c'est les réformes-là qui ont produit cette taux de croissance très bon dans le trimestre le plus récent? Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour notre public quelles ont été les réformes clés et les changements clés qui ont mené à ça? Thank you very much. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour l'invitation qui m'a été faite de faire partie de cette conversation. Pour répondre à votre question, les économistes. Je pense qu'ils se sont trompés, parce que ce n'est pas inhabituel. Il y a eu un moment où les économies regardaient le continent et pensaient à un panier. Et donc, moi, j'ai lu l'économiste à cause de mon père, parce que j'étais un fan de l'économie, mais souvent, il manquait le train. La croissance du Nigeria au cours des derniers mois a été dans la région de 2 à 3%. Et en fait, c'est parce qu'il y a le syndrome des attentes qui sont faibles. Et ça, c'est typique de l'Afrique. Les gens regardent l'Afrique et ils l'indexent. Et dès qu'il y a un truc positif, ils applaudissent parce qu'ils ont besoin de trouver quelque chose qui leur donne matière à applaudir. Nous, on ne veut pas être regardés avec condescendance. D'abord, il faut arrêter de regarder l'Afrique et les Africains avec condescendance. Un point important qui doit être soulevé, c'est que pour un pays qui a une population de 3%, d'augmentation de population, on ne peut pas compter sur 3%. On ne peut pas considérer que c'est une réussite. Avec les réformes qui ont été récemment lancées, peut-être. L'une d'entre elles, d'ailleurs, c'est la réforme du prix du pétrole. Ça, c'était important. Il était important de la mener. Malheureusement, la deuxième chose est la préparation pour la mise en œuvre du niveau des subventions a été si mal fait que il y a eu des conséquences
Et on n'a pas pu, du coup, mettre en place ce qu'on avait envisagé. On peut faire des réformes, mais les réformes peuvent être mal mises en œuvre. Et ça a des conséquences pour les citoyens. Donc, lorsqu'on parle de bonnes réformes, il faut parler aussi en termes d'impact ultime. Et comment aussi faire attention à atténuer les impacts négatifs que cela peut avoir le cas échéant. Un autre aspect de la réforme aussi, c'est le prix également du taux de change et cette fenêtre officielle. Et moi, je voulais cette réforme. Je voulais qu'elle se produise. Mais ça a aidé à apporter une certaine stabilité pour résoudre le problème de la volatilité du taux de change. Parce que c'est mauvais pour le business. À chaque fois qu'on parle d'inflation, qu'on parle de volatilité du taux de change, eh bien, ce qu'on dit, c'est que la confiance des investisseurs s'érode. Et on a besoin de confiance des investisseurs pour attirer les investissements. Donc voici les éléments de réforme. Maintenant, plus en profondeur, pour un pays, il y a la lutte contre le chômage. Ça fait partie de 60% du chômage, les jeunes. Et ça, c'est terrible quand on parle du chômage des jeunes. Ça crée en fait un problème supplémentaire pour quelque chose qui est très important, très critique pour nous, c'est l'insécurité. Ça alimente un marché avec un système de terreur qui peut être alimenté. Ça, c'est terrible pour nous. Donc, les réformes que nous devons mener sont des réformes structurelles qui doivent faire de notre environnement un environnement facilitateur, pas seulement pour attirer les investisseurs de France ou d'Europe, mais pour faire en sorte que des petites sociétés puissent avoir des environnements qui ne montent pas trop de barrières, d'obstacles pour aller de l'avant. Et nous avons encore beaucoup à faire. Le coût de la vente, de travailler et du travail est aussi élevé et doit être endigué. Si vous regardez notamment l'État sur les entrepreneurs, les femmes africaines entreprennent plus que partout ailleurs dans le monde. Mais on peut se poser la question, à quel niveau arrivons-nous? Parce que le problème, c'est le niveau de la productivité. Donc, si on a des réformes, il faut qu'elles puissent faire face à ces problèmes de productivité. Si on booste la productivité des femmes africaines entrepreneuses, à ce moment-là, on pourra résoudre tout un éventail de problèmes, surtout quand on regarde les ODD. Les femmes sont économiquement émancipées. Plus de 70% de leurs revenus va à la réalisation des ODD. Donc ça, c'est crucial. Donc on peut faire des réformes macroéconomiques, mais il faut les compléter avec des réformes structurelles. Et mon dernier point, c'est l'Afrique, parce que nous parlons de l'Afrique. L'une des choses, vous savez, qui sont négligées par les gens, c'est la structure démographique du monde. C'est ce qu'elle nous dit. L'âge moyen en Europe, aujourd'hui, c'est 44 ans. 44. L'âge moyen en Amérique, c'est 39. L'âge moyen en Chine, c'est 39,5. L'âge moyen en Amérique latine, c'est 33. L'âge moyen en Inde, c'est 29 ans. L'âge moyen en Afrique, c'est 18,5. Donc, si vous êtes là dans une pièce et vous devez prendre des décisions sur l'avenir, où est-ce que vous allez regarder là? Allez, dites-moi, prenez la parole. Vous n'allez pas regarder l'Afrique. Donc l'idée, c'est de continuer d'avoir des personnes en Europe qui, lorsqu'elles regardent l'Afrique, ils vont voir où va l'humanité, en fait. C'est comme si vous êtes en train de dormir sur des opportunités que vous gâchez, que vous gaspillez. Donc, on n'a pas besoin de parler d'aider l'Afrique. Aidez-vous vous-même, les Européens, franchement. Aidez-vous vous-même.
Parce que si vous ne regardez pas l'Afrique aujourd'hui comme une opportunité d'affaires, alors là, vous loupez beaucoup. Ok, alors Obi, j'avais une question. Ça. You're going to help me. I'm going to help you. Put on your helmet. Parce que, bon, vous avez levé un point que j'allais en parler avec vous plus tard, mais là, je veux le faire maintenant, parce que vraiment, il y a une démographie totalement inversée dans le continent, au Nigeria, comme dans tous les pays, en fait, de la région que je connais. Comment est-ce que ça peut être plus un avantage et comment est-ce que ça peut être plus pris en avantage par ces économies-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Yes. Et les autres, C'est une question tout à fait importante, c'est une question vaste, parce que le problème principal de l'Afrique, c'est la gouvernance. Une mauvaise gouvernance gangrène l'Afrique. C'est le facteur qui nous retient de pouvoir connaître l'accélération de la croissance que nous devrions connaître. Quel est le premier problème à aborder? C'est la mauvaise gouvernance. Il faut lutter contre l'incompétence et la corruption dans la manière dont on dirige les pays africains. C'est un sujet important. Ensuite, il faut comprendre que beaucoup de ces personnes qui ont ruiné l'Afrique, je ne parle pas de ceux qui gouvernent l'Afrique, ils ruinent l'Afrique à la place de gouverner. Ces personnes-là ne comprennent pas l'importance de capital humain et de mettre le capital humain au cœur de la stratégie économique. Beaucoup de personnes qui sont au gouvernement, ils aiment beaucoup parler de l'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'ils aiment parler des infrastructures? Moi, j'en parle. C'est un sujet important, c'est un facteur critique pour favoriser la croissance économique. Mais quand on voit les dirigeants africains qui font une obsession des infrastructures, c'est parce que c'est là où ils obtiennent les marchés publics et ils ont des possibilités de corruption. C'est la vérité. Il y a un besoin très important. Il faut produire des citoyens capables grâce à l'éducation. Une donnée qui m'empêche de dormir, c'est le fait que 9 sur 10 enfants qui sont scolarisés en Afrique n'arrivent pas à atteindre les niveaux minimaux de lettrisme et en mathématiques. Pour les autres pays du monde, c'est 6 sur 10. En Inde, c'est 8 sur 10. Quand ces données sont sorties, le Premier ministre Modi était tellement en colère qu'il a décidé qu'il allait devenir le champion de l'enseignement maternel et primaire parce que c'est un élément prédicteur du capital humain qu'on va produire plus tard. Mais sur notre continent, ces informations sont sorties et c'est comme si personne n'avait rien vu circuler, il n'y a rien à voir. C'est de ça que je parle quand je parle de la mauvaise gouvernance. Et vous savez quoi? C'est le désir d'entrepreneur de la jeunesse africaine qui va résoudre ce problème. Comment transformer cet avantage démographique pour faire accélérer la croissance africaine? Ce n'est pas les gouvernements qui vont promouvoir cette croissance, c'est les citoyens qui en ont marre d'être dans l'échec. L'idée, si on veut que l'Afrique réussisse, c'est qu'il faut virer tous les gouvernements africains. Les Africains feraient mieux sans leur gouvernement qu'avec leur gouvernement. C'est une vérité, je suis sérieuse. Les gouvernements sont devenus l'obstacle le plus important qui se dresse face aux capacités des Africains. Regardez nos jeunes, regardez les talents qui se trouvent en Afrique. Vous regardez les secteurs d'activité, la technologie, la créativité, le secteur de la mode, les sports, tous ces secteurs qui se fondent sur les talents. Vous voyez que les Africains sont de niveau mondial, de classe mondiale. Mais dès que les gouvernements s'impliquent, le niveau baisse. Il faut une gouvernance saine. C'est un enjeu critique pour l'Afrique. Il ne faut pas vous choquer. Je parle souvent de gouvernance. Je suis cofondatrice de Transparency International, l'organisation qui lutte contre la corruption au niveau mondial. Et je crois véritablement que c'est l'obstacle principal qui se dresse face à nous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir sur ce point de la démographie? Sinon, je vais demander à Sibylle des questions. C'était pas sur la démographie, c'était sur la gouvernance et l'éducation. Oui, mais... J'avais J'avais deux commentaires à faire. D'abord, je pense que la bonne gouvernance n'est pas quelque chose qu'on peut définir de l'extérieur et plaquer sur les systèmes des autres pays, que ce soit l'Afrique ou ailleurs. C'est une dynamique endogène et donc le fait de dire qu'on a des problèmes de gouvernance ne donne pas d'indication sur la façon de les résoudre. Et je pense que par exemple lutter contre la corruption, c'est quelque chose qui dépend de l'état social dans lequel on se trouve. Donc c'est pas immédiatement opérationnel. Et ma deuxième remarque était sur l'éducation parce que je crains qu'avoir une approche d'offre d'éducation sans qu'il y ait la demande derrière ne conduise pas à du succès. Et en particulier, j'ai le souvenir de ma propre expérience en Inde où, comme ça a été mentionné, d'ailleurs, il y a un effort d'éducation assez important. Le problème, c'est que les jeunes qui viennent de recevoir d'être gradués, comme on dit, de recevoir leur diplôme, ben, ils n'ont pas d'emploi. Et donc, ils vont accepter des emplois dans l'informel qui sont sous-payés et sous-qualifiés par rapport à leur qualification. Et donc, ils ont l'impression qu'ils ont sacrifié des années de leur vie et des ressources qu'ils souvent ils n'avaient pas à obtenir un diplôme qui ne leur sert à rien. Et ça influe sur la demande des suivants. Donc, je crois que le problème, je crois qu'on ne peut pas opposer l'éducation et l'infrastructure. Sans infrastructure, l'éducation ne produira pas de retour. Et donc, il y a une difficulté. Je crois que tout doit être appréhendé en même temps. Okay. Okay. I am sorry. Je m'excuse. Il ne s'agit pas d'un calcul au résultat zéro. On ne s'oppose pas à l'infrastructure et l'éducation. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que si on se focalise trop sur les infrastructures et qu'on n'investit pas dans le capital humain, on se retrouve dans une situation problématique. Deuxième point, il faut, comme je l'ai déjà dit, il faut engager des réformes qui ouvrent l'économie afin de créer des opportunités d'investissement, investissement local et investissement externe. Tout en ce faisant, il faut développer le capital humain qui sera capable de retrouver les opportunités. Et si ces jeunes ne trouvent pas des opportunités, ils créent eux-mêmes leurs propres emplois. Ils entreprennent. Le temps de l'approche par silo est révolu. Il faut se poser la question de la gestion économique comme étant un élément intégré. C'est tellement important, il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Sibylle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets d'électrification que vous mettez en œuvre maintenant? C'est un projet qui vise, de ce que j'ai compris, de connecter 300 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité aux grilles, aux accès électriques. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous coordonnez à travers différents pays et quels sont les défis? Juste avant je répondrai à la question, mais je voulais juste réagir par rapport à effectivement ce qui a été mentionné sur à la fois l'éducation, la gouvernance, les infrastructures. Et comme du coup ma copénaliste Obi l'a bien mentionné, il s'agit d'avoir une approche holistique. On n'est pas effectivement à envisager l'un ou l'autre, il faut envisager pratiquement tout en même temps. On n'a pas le temps en fait. Il y a aussi un sense of emergency or urgency où on doit, et notamment pour pouvoir transformer cette démographie et cette augmentation exponentielle en dividendes, il va falloir résoudre tous ces problèmes en même temps. Il va falloir mettre en place les outils dont on a besoin pour pouvoir les résoudre en même temps. On commence par, pour aussi parler d'éducation. Quand on parle d'éducation, quand on parle de pouvoir transmettre cette éducation, c'est aussi pour qu'à la fin, on ait la capacité de fournir des jobs ou de fournir des emplois de qualité, des emplois locaux. Comment fait-on ça? On doit aussi écouter les besoins locaux. On doit pouvoir répondre à cette question. Et c'est lié à l'infrastructure. Et aujourd'hui, si le groupe Banque mondiale, quand je parle du groupe Banque mondiale, c'est à la fois le secteur privé, parce qu'aujourd'hui le secteur privé fournit encore plus de 90% des emplois. Donc à la fois au niveau du secteur public et du secteur privé, il a été décidé d'avoir cette approche globale. Et cette approche globale nécessite et a pour objectif de donner accès d'ici 2030, donc 2030 c'est demain, à 300 millions de personnes. Et pour pouvoir faire ça, on a atteint un partenariat, parce qu'entre les différents bailleurs, entre la Banque mondiale, entre la
la Banque africaine de développement et d'autres agences multilatérales. Et ça commence d'abord par mettre les États et certains gouvernements, mais malgré les défauts qu'ils peuvent avoir, autour de la table et en leur demandant quel type de réforme aujourd'hui on doit mettre en place pour que le secteur privé puisse venir investir. Effectivement, c'est un grand chantier, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays qui sont venus à Dar es Salaam en janvier. On a fait une suite à Londres il y a quelques semaines pour pouvoir faire l'état des lieux de ces réformes. Et dans la salle, il y avait à la fois les États, les gouvernements et le secteur privé en face qui demandaient notamment à rendre des comptes sur ces réformes. Et comment, pour qu'on puisse, des projets très précis, quels outils, nous, on doit mettre en place en termes de prise de participation, de fonds propres, d'outils plus innovants en tant que bailleur de fonds, pour pouvoir attirer ces investissements. Et donc, il s'agit, pour répondre en tout cas à la question d'infrastructure, pour répondre à cette question qui permet à la fois d'amener nos jeunes vers plus d'emplois, parce que sans électricité, on n'arrivera pas à grand-chose, en fait. Donc, on parle d'infrastructure, mais de quelle infrastructure on parle? D'infrastructure sociale, d'infrastructure énergétique. Donc, il y a tout un sujet à pouvoir résoudre. Effectivement, c'est un sujet on pourrait passer beaucoup de temps à pouvoir discuter de gouvernance et d'éducation, mais je pense que je vais laisser aussi la parole à mes copanélistes pour pouvoir commenter là-dessus. On pourrait faire tout un panel. Merci Sylvie. On pourrait faire en effet un panel complet sur chaque sujet qui vient d'être levé, mais on va bouger un peu encore, parce qu'il y a quelque chose que Karim a un peu... il a adressé un peu dans ses premières remarques, qui est très important pour mettre en œuvre tous ces projets dont on parle. Et ça, on a beaucoup d'incertitudes géopolitique qui est exportée d'autres parties du monde et qui nous affecte tous en Europe comme dans le continent africain. Alors il faut demander, et Karim, je serais très intéressée par vos pensées là-dessus, mais là on a les États-Unis qui ont beaucoup de changements en lice, un changement de façon d'agir dans le monde diplomatiquement, très transactionnel, très basé sur des deals d'une certaine manière, mais aussi très difficile à prédire. Et d'une autre manière, on voit une coupe quasi totale des aides américaines qui vont dans d'autres parties du monde. Comment est-ce qu'on lit ça? Comment est-ce qu'on réagit? Et quelles opportunités, en fait, est-ce que ça présente dans ce moment de changement? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ah oui? Paradoxalement, j'étais dans plusieurs meetings. Et ceux qui avaient l'air le plus désespérés par la fin de l'aide, c'était ceux qui étaient du Nord. Parce que c'est toute une industrie. Je pense que ça évite au gouvernement de se cacher derrière le manque d'aide, etc. Donc c'est un temps de responsabilité. Et puis de toute façon, dans le total du financement des États ou des balances de paiement, c'est faible. Dans tous les cas, on a vu dans la presse des présentations d'implications sociales, des calculs sur le nombre de morts. Bon, je crois que ce n'est pas le sujet. D'abord, les premiers responsables, ce sont les pays et les gouvernements face à leurs citoyens. Et je pense que ça replace les responsabilités au bon niveau. Et je crois que l'aide au développement telle qu'on l'a connue depuis les années 60 est bel et bien morte. L'Europe a fait des réaffectations de son aide au développement en faveur des dépenses militaires. Il y a peu d'acceptation dans les populations, puisqu'il y a des sujets de base en Europe, de fourniture de services de santé, qui sont similaires quelque part. Et il y a une demande sociale pour que ça soit, que les gouvernements soient efficaces aussi en Europe. Donc, et je crois que c'est une bonne nouvelle, parce que ça permettra de la pression dont parlait Obi pour des bonnes politiques. C'est aussi que les responsabilités sont placées au bon niveau. Ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les contenus des réformes, mais sur la posture mentale qui est l'essentiel finalement. Je voudrais dire que c'est complexe tout ça. Et vous parliez de tout faire en même temps, et nos gouvernements, y compris en Europe, sont un peu overwhelmed, si vous voulez, dépassés par l'ampleur des attentes des citoyens face à un État social, protecteur, qui doit apporter des services à tous ses citoyens, qui doit assurer la sécurité, etc. Et donc c'est difficile en fait. Et on sous-estime souvent cette difficulté. Il faut le faire tout en maintenant la cohésion sociale. Et c'est aussi le cas des pays africains. Obi, c'est difficile ce que vous demandez. Je suis d'accord. Ce sont des réformes complexes et souvent on sous-estime cette complexité. La force intellectuelle, le capital humain ne manque pas.
il y en a dans la salle, vous, un peu partout. L'idée, c'est comment les mobiliser et comment je crois que les solutions sont dans les pays. Et donc, il y a un vrai, si vous voulez, moment, je le répète, d'introspection, de redéfinition, un peu comme vous courez, pour ceux qui courent le semi-marathon, le marathon, ce qu'on appelle le second souffle. En fait, les pays doivent trouver un second souffle pour passer ceux qui sont middle income, sortir de la trappe des pays à revenus intermédiaires, ceux qui sont low income pour décoller, et les ressources, elles sont dans les pays. Mais ce que je voudrais dire, un petit mot, c'est sur ce qu'on peut faire ensemble avec l'Europe. Je crois qu'une partie de la réponse aux défis de l'Europe se trouve dans des partenariats renouvelés avec les différentes régions du monde. Il y a eu des panels sur l'Amérique latine, et ça concerne aussi l'Afrique. Mais ça va demander du travail, une espèce de forme d'aggiornamento, en fait. On ne s'est jamais vraiment parlé sérieusement, en réalité. Il faut qu'on se parle au fond des choses. Et ce ne sont pas les États qui le feront. Ils ne sont pas équipés pour, ils sont sous pression politique, ils doivent répondre aux demandes. D'ailleurs, je crois que la réponse européenne au changement du monde est trop rapide. Elle est, bien sûr, les politiques doivent apporter des réponses, mais le fait qu'on essaye d'aligner des mesures et des illions et des illiards et des billiards m'inquiète plutôt. Et loin de rassurer, c'est plutôt inquiétant. Et je crois que ce qui se passe est très complexe, on a besoin de recul, on a besoin de le réfléchir. Bien sûr, les politiques doivent fournir des réponses à court terme, mais où est-ce que ça se passe et comment on l'organise au sein des pays? Comment organiser? On gère des gouvernements comme il y a plusieurs siècles, avec des ministères, des départements, etc. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour gérer ces défis? Et aussi entre nous, donc au sein des pays, et aussi entre nous, pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, avec des cerveaux qui sont compatibles. Je crois que le cerveau africain, dans sa fabrique, de ce qu'il est, dans son héritage historique de longue durée, est compatible avec le cerveau européen. C'est moins évident avec d'autres géographies. Et donc, s'il y a des... Moi, j'espère que ces rencontres, c'est un peu ce type d'exercice qu'on fait ici, permettront un peu d'avancer un peu mieux et d'être un peu plus efficaces sur tous ces aspects, à la fois sur ce qu'on fait ensemble et à la fois dans les pays, parce qu'on est quelque part un peu tous affectés de la même manière, à différents degrés, par ces transformations. Un moment de trouver des moyens différents de travailler ensemble. Mais je voulais demander vite fait à Judy Kayad, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais cette incertitude quand même, si elle présente des opportunités pour le business, l'incertitude n'est pas très voulue, et spécialement pour les investisseurs. Comment est-ce que les clients, les partenaires avec qui vous travaillez, ils voient ce moment? Justement, c'est aux États de créer en fait un climat de confiance en luttant contre la corruption et en mettant en place des systèmes de transparence. Je sais qu'il y a beaucoup de pays africains, notamment mon pays d'origine, qui est le Congo-Brazzaville, qui a complètement digitalisé la finance, le ministère des Finances. Donc il y a quasiment plus, je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a quasiment plus d'argent qui aille à gauche ou à droite. Les fonds sont reversés auprès des caisses de l'État. Et ça, en tant qu'investisseur, quand on a un climat de confiance, on n'hésite pas à venir. Parce qu'il y a la transparence, et ça, ce sont des éléments qui rassurent n'importe quel investisseur. Bon, je suis originaire du Congo. On a aussi une problématique par rapport à notre zone, qui est la zone CEMAC, où on a énormément de difficultés à transférer les fonds à l'extérieur. Et ça aussi, c'est une faiblesse. Ça freine aussi l'investissement. Bon, mais maintenant, c'est tout un processus en tout cas. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, stabilité, même quand la conjoncture est difficile, peut mener encore à des projets qui aboutissent. Oh oui, oh oui. Voilà. Oh oui. Je voulais prendre quelques minutes pour ouvrir à des questions du public. Alors, si vous avez une question, je vous demande d'être très bref et précis, mais on vous attend. Et voilà, monsieur devant.
Ma question s'adresse à Karim, qui parle de partenariat avec l'Europe. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres avant de parler de partenariat gagnant-gagnant en business avec l'Europe. Au mois de mai, j'étais à Africa CEO Forum. J'ai vu la signature d'un partenariat d'une entreprise immobilière française de 150 millions de dollars. Ça semblait important. 2 semaines plus tard, j'étais en Chine où, dans un forum d'infrastructure, 176 projets ont été signés pour une valeur de 11 milliards de dollars. 2 semaines plus tard, j'étais à Luanda, ça c'est il y a 10 jours, au sommet US Africa. 2,5 milliards de dollars ont été signés aussi pour l'Afrique. Alors, ma question est la suivante. Culturellement, on a peut-être des relations avec le vieux continent, mais est-ce que le secteur privé européen, et peut-être Sibi pourra nous répondre aussi venant de SFI, est-ce que le secteur privé européen est friand, intéressé à faire du business avec l'Afrique? Merci beaucoup. Karim en premier et puis Sibi. Très rapidement, je pense que sur ça, il faut être opérationnel, pragmatique, faire avec qui vous voulez ce que vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle. Moi, je parle de l'Europe parce qu'on est en Europe, mais on peut travailler avec tout le monde. C'est un monde plutôt ouvert. Il y aura aussi quelques pressions sur les alliances, sur avec qui on peut faire quoi. On demandera, je pense, certains alignements géopolitiques à un moment donné, mais il faut être sur ça extrêmement... cold-blooded, si vous voulez, transactionnel, sans sentiment. Après, ces choses-là viennent aussi avec des concessions politiques, vous le savez bien. Donc ça, encore une fois, ça demande de la dextérité, de l'agilité, de la capacité et de faire ses choix, en fait, en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, je crois que c'est un peu un moment de maturité et de responsabilisation dans ce monde. Jusqu'en 90, il y avait un choix binaire à faire. Vous êtes à l'est ou à l'ouest, et puis c'était très simple. Là, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce que les pays sont préparés? Pour la plupart, pas vraiment. Certains pays le sont. Et je crois que c'est pour ça que je parlais d'une nécessité de repenser de manière très profonde ses relations avec le reste du monde, ses relations avec ses partenaires et ce qu'on fait dans son pays. Sibi. Oui, si je peux simplement compléter pour le secteur privé et donner aussi quelques chiffres. Aujourd'hui, les investissements, en tout cas côté SFI, et quand on travaille avec les partenaires européens, la SFI investit environ 70 milliards par an. Les partenaires européens représentent entre 25 et 30%. Donc c'est que ça reste quand même un appétit très important dans des secteurs assez clés, les secteurs financiers, les secteurs infrastructures. Nous-mêmes, on augmente aussi les effectifs en Europe parce qu'on voit aussi un intérêt à ces entreprises européennes à investir dans les pays africains, peut-être, comme on le dit, avec des proportions qui sont différentes en fonction des pays. On reste sur des approches très transactionnelles. Donc si le projet est commercialement viable, si le projet permet une expansion pour le groupe ou pour le secteur, il investira. Donc il aura cette approche très pragmatique. Et je pense qu'il y a... Cette question me fait penser aussi à une citation, en tout cas un auteur caribéen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Édouard Glissant, et qui disait il faut sortir d'une approche de pensée unique, mais aller sur une approche de pensée de relation. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on va aller vers là où les relations sont intéressantes pour nous et sont gagnantes les uns pour les autres. Je suis vraiment désolée, je vais devoir partir dans 1 minute pour prendre le train. Et je m'excuse. Sibi doit prendre le train pour... voilà. Mais est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Madame Devant, très vite et efficacement, si vous pouvez, s'il vous plaît. Merci. Très vite, question à Obi sur la gouvernance. Croyez-vous que aussi la gouvernance, c'est pas seulement up-down, mais aussi bottom-up? Et quel rôle le citoyen, les jeunes, les femmes ont-ils et comment ils peuvent mobiliser pour justement, parce qu'ils ont un pouvoir, exercent-ils ce pouvoir? Quels sont les mécanismes? Comment encourageriez-vous justement cette société civile à demander des redditions de comptes? Merci. Obi. C'est exactement ce qui se passe en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant des évolutions au Kenya.
les citoyens disent aujourd'hui, on en a marre de la mauvaise gouvernance, il faut que ça se passe différemment. Et ce n'est pas des gens de l'extérieur qui sont derrière ce mouvement, ce sont les citoyens kenyans qui disent nous voulons que ça se passe mieux qu'aujourd'hui. Et ces jeunes, ces femmes, elles ne sont pas troublées par le fait que le gouvernement déploie les forces de l'ordre pour les attaquer. Ils réclament une réforme de la gouvernance. Et c'est exactement ce type de mouvement que les Européens doivent soutenir. On ne peut que donner le pouvoir aux citoyens. On doit les encourager à être au cœur de cette exigence de la bonne gouvernance. Cela se passe au Kenya, mais non pas seulement au Kenya, au Nigeria, dans des pays où il existe une mauvaise gouvernance. Ce sont les jeunes et les femmes qui utilisent des technologies et cela peut changer la donne dans notre continent et nous allons le voir de plus en plus. Passer la parole à Pierre pour quelques commentaires de fermeture pour notre panel, parce qu'on est déjà, Merci. On est déjà pris on est trop de à temps. moins 0,39 Pardon, secondes, c'était intéressant. Je vais essayer d'être rapide. Je ne vais pas conclure, je voudrais juste donner quatre éléments qui m'ont frappé dans ce débat. Le premier, c'est l'idée de changer de narration sur l'Afrique, qui me semble difficile, pas simplement parce que l'information est toujours biaisée négativement. C'est le négatif qui fait l'information. Et donc ce qu'on entend en Europe, c'est tout ce qui va mal, c'est pas tout ce qui va bien. Donc je crois plutôt à la professionnalisation dans un sens qui comprend cette narration différente. Donc c'est chez les professionnels que la narration doit changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train de changer. Je crois que beaucoup d'investisseurs ont une vision de l'Afrique très très différente. Et je pense que le moment est venu pour que ça se diffuse beaucoup plus. Mon deuxième message, c'est sur l'approche holistique qui est nécessaire. Et comme Karim l'a dit, c'est extrêmement difficile. Donc il faut être pragmatique et faire les choses en avançant. C'est un domaine dans lequel on a exactement les mêmes problèmes dans nos pays européens. On ne sait pas faire. On a une approche qui est séquentielle et sectorielle. On ne sait pas voir la complexité des choses de façon holistique. Et toutes les études sérieuses sur la croissance, notamment le rapport de la Commission sur la croissance présidé par un prix Nobel, Michael Spence, conclut qu'il n'y a pas de recette et que tout ça est une question très empirique. Donc oui, et ça m'amène au troisième point, qui est que, en fait, tout ce qu'on a dit autour de cette table ressemble beaucoup au débat qu'on doit avoir aussi dans les pays européens. On n'a pas résolu les problèmes. Donc on doit être extrêmement modeste et ça peut être aussi un élément de partenariat. Les solutions, elles ne se trouvent pas nécessairement chez nous. Les approches, on peut apprendre aussi beaucoup de ce qui se passe dans d'autres pays, y compris sur le continent africain. Et je crois que c'est un message pour l'Europe qui est important. Et je terminerai par un petit désaccord peut-être avec Karim, pas tant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que je crois que parler de la fin de l'aide, c'est pas très constructif. Il faut parler de la nécessité de nouvelles formes de partenariat. Et ce partenariat continuera à impliquer des investissements financiers venant de l'extérieur. Il y a un vrai sujet, bien entendu, qui est comment utiliser l'épargne des Africains pour l'Afrique, mais c'est quelque chose qui, en fait que ça repose sur la qualité des projets à mener en Afrique et sur l'information qui passera. Et je crois que tout ça nécessite aussi l'implication du public. Mais enfin, c'est un autre débat sur d'autres formes de partenariat public-privé pour d'autres sessions. Merci en tout cas à nos intervenants, c'était passionnant. Bon, sur ces commentaires-là, merci beaucoup à tout mon panel, merci à Pierre, merci à vous tous d'être là et merci de nous avoir écoutés et très bonne soirée.